Cette guerre, nous allons la gagner, ça c'est sûr. La République démocratique du Congo est soumise à dure épreuve. Et dans les épreuves, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est plutôt ce que nous allons faire. La radio-télévision nationale congolaise se mobilise justement derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et tout le peuple congolais dans son entièreté, dans sa diversité. Pendant ce moment, nous allons échanger sur la situation de la République démocratique du Congo, cette situation de guerre. Nous allons tenir l'antenne pendant un moment pour remobiliser les forces et regarder l'avenir avec confiance. Pour cette émission, nous avons sur ces plateaux des professeurs d'université, des têtes bien pensantes pour la République et dont les intelligences sont appelées à contribuer à la solution définitive de cette guerre qui perturbe la République démocratique du Congo. À ma droite, ils sont tous à droite bien entendu, mais à ma très proche droite, nous avons le professeur Jean-Pédel Ioka, si je me trompe, corrigez-moi justement, il est professeur d'université à l'université de Kinshasa bien entendu. À côté de lui, il y a le professeur Adolphe Joseph Poto, qui est de surcroît directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. C'est avec eux que nous allons, pour cet après-midi, parler de ces questions qui préoccupent la République démocratique du Congo. Professeur, bon après-midi. Merci. Quoique l'après-midi soit assez nerveuse. Professeur, bon après-midi. Bonjour, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Bon après-midi. Nous devons rester debout et déterminés. On parle de l'intensification de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier nuit, en tout cas, Congolais que nous sommes, tous, en tout cas, j'imagine, on n'a pas pu fermer l'œil pour suivre la situation de cette guerre qui nous perturbe et nous préoccupe, gêne le développement de la République et mobilise malheureusement les énergies qui devraient être mobilisées ailleurs pour le développement de cette République que nous chérissons tant. La guerre dans l'Est s'est intensifiée depuis un moment avec beaucoup de désastres sur le parcours. En effet, je releverai d'abord la première chose, le premier mot que j'ai en participant à cette émission. Vous remercions la télévision nationale de cette occasion qu'elle accorde à notre modeste personne à participer en ce moment ô combien important. Les premiers mots que nous pouvons avoir en participant à ce plateau, c'est une pensée pour l'ensemble des vaillants peuples congolais, mais particulièrement nos compatriotes des provinces de l'Est. Leur dire, et parce qu'ils le savent mieux, qu'ils sont des Congolais, et avec eux, l'ensemble de leurs compatriotes, nous les soutenons. Nous sommes de cœur. En même temps que nous adressons ce mot à nos compatriotes, nous adressons également, avec beaucoup de ferveur, nos encouragements et notre soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité, nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, auxquels viennent en appui les vaillants patriotes Ouazalendo. En un moment aussi difficile, bien entendu, où il se trouve à cet instant le premier citoyen de la République, le commandant suprême, qui doit être en train de se déployer, comme il sait bien le traduire dans sa communication et son attitude d'ailleurs, la pensée s'adresse également à lui, pour lui dire, autant que nous pouvons représenter la voix, si nous pouvons nous le permettre, de la population congolaise, dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'autour de cette question de survie de la République, nous sommes tous derrière lui, et lui avec les forces de la République. Et donc,
ceci dit, deux mots d'entrée. Le premier, c'est bien entendu de déplorer nos morts. Nous les comptons aujourd'hui à plus de 16 millions. Vous pouvez imaginer que 16 millions de Congolais, si ceux qui se disent être les garants de la civilisation mondiale, les garants des valeurs de la civilisation mondiale, les puissances internationales, s'ils le peuvent se représenter, ce que représentent 16 millions de Congolais tués, ça veut dire pratiquement toute la population rwandaise. Ils sont 11 millions. Imaginez que depuis que la guerre a débuté en 1996, 3 séquences, plus de 16 millions sont morts. C'est comme si on avait décimé toute la population rwandaise et ce ne serait pas suffisant. Imaginez que c'est toute la population belge, parce qu'ils sont à peu près à cet effectif-là. Imaginez que c'est comme si vous preniez les populations du Luxembourg, de la Suisse, combinées, ce ne serait pas suffisant pour décompter les morts des Congolais, pour mesurer la hauteur, la gravité du drame. Et donc pendant que nous pleurons, deuxième chose, nous disons que c'est une épreuve, mais une épreuve qui nous permet de nous réaliser, de nous lever. Évidemment, le slogan qui est lancé en début d'émission, cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons la gagner, professeur. Nous allons poursuivre avec vous. Professeur Voto, vous êtes expert en ces matières de communication. Nous sommes en situation de crise. La République démocratique du Congo a besoin d'une mobilisation à tous les niveaux. Comment pensez-vous que l'on devait s'y mettre? Comment nous devions nous y prendre? Mais il faut dire déjà que les Congolais se sont toujours organisés, se sont toujours mobilisés. C'est pourquoi nous faisons 30 ans, plus de 30 ans, sans que ce plan machiavélique qui a été conçu pour faire disparaître le Congo de la carte du monde ne réussit toujours pas. C'est vrai que 30 ans, ça fait beaucoup. À un moment, on peut se lasser, mais la dernière évolution, comme vous l'avez relevé, de la situation sur terrain, fait que aujourd'hui, les Congolais doivent encore s'éveiller et prendre plus conscience, plus qu'hier, que cette nation est en danger. C'est ici le lieu de saluer la bravoure de nos vaillants combattants, contrairement à que d'aucuns puissent déplorer. Même les Congolais eux-mêmes. Encourager cette armée-là, ces jeunes gens qui sont dans des trous de fusillés, qui sont au front, qui se battent, certains sont de mourir pour que ce pays reste dans son intégralité. Parce que n'eût été cette armée, on ne sait pas ce que ce pays serait déjà devenu. Donc les gens ne voient que le revers de la médaille, mais les gens ne voient pas le travail qui est fait pour maintenir ce pays dans ce périmètre jusqu'à aujourd'hui, même si on a perdu quelques batailles, mais ce pays reste encore. Il est debout. Et les Congolais sont là, ils sont conscients, qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, il n'y a aucun Congolais sérieux. Si ce n'est que de traîtres qui pensent que ce pays peut être dépiécé, qui pensent que ce pays peut être occupé, et donc les Congolais continueront à se battre. Nous les appelons pour qu'ils puissent s'organiser. Concrètement, ça veut dire qu'à tous les niveaux, que ce soit les militaires, que ce soit les civils, dans toutes les communautés, les étudiants, les associations, les partis politiques, les hommes, les leaders politiques, les leaders sociaux, chacun dans ses attributions, chacun dans sa sphère d'influence doit sensibiliser. De sorte que, quelle que soit la configuration que prendra cette bataille, on l'a expérimenté avec Mouzé, et que tout le monde s'élève avec ce qu'il peut faire, ceux qui sont bons pour la communication, dans les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, mais ceux qui peuvent aussi donner de la main. Aujourd'hui, le Congo, c'est pratiquement 100 millions d'habitants. S'il faut lever une armée d'1 million de Congolais, ça ne fera que 1%. Et donc, c'est ça notre force. Nous sommes un grand pays, donc nous sommes appelés à la puissance. Nous sommes condamnés à être puissants. Parce qu'avec 9 voisins, on va toujours nous jalouser, on va toujours avoir envie de prendre ce qui est à nous. Et donc, nous devons avoir une armée forte, une armée puissante, mais une armée avec beaucoup de jeunes qui sont prêts à se battre pour leur pays. Voilà donc, professeur Jean Bedel,
Le professeur Voto vient de démontrer ce qu'il faut faire pour tous les Congolais. Mais il rappelle dans son discours que les batailles, on peut bien les perdre. À travers le monde, des guerres ont eu lieu et que l'on peut retrouver des exemples qui peuvent servir d'éléments déclencheurs d'un sursaut patriotique pour renverser la situation sur le terrain. Des cas sont légion. Des cas sont légion. C'est comme ça qu'en clôture de mon premier propos, j'étais d'ailleurs en train de dire que tout en déplorant nos morts, cette épreuve est une opportunité de consolidation de la nation congolaise. En parlant des cas légion à travers le monde et à travers l'histoire récente, la Belgique, qui a avec nous un certain lien historique. L'on sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, le palais royal avait dû émigrer sur le territoire congolais, Ouais. sans jamais se rendre. Et la fin, nous la connaissons. La France, le général de Gaulle, qui s'était retiré en Angleterre, traversant la Manche, avec quelques-uns de ses compagnons d'armes, et à partir de là, il a lancé à la radio britannique l'appel à la mobilisation, et la suite on la connaît. La Russie, par 2 fois à travers l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, Hitler a avancé avec ses troupes, prenant Minsk, etc. Eh bien, l'État russe s'est remobilisé, on connaît la fin. Et même en parlant de cette Russie, le tsar Alexandre, sous la confrontation, je pense, 18e siècle, avec Napoléon Ier Bonaparte, l'empereur français, mais l'armée française, l'armée impériale française avait occupé jusqu'à la capitale. Bonaparte est entré jusque dans Moscou. Il est resté dans Moscou, il a occupé le Kremlin. Je ne sais pas si l'opinion le sait, pendant quelques moments. Le tsar Alexandre s'est retiré de Moscou, il s'est remobilisé, et le prof Voto disait tout à l'heure, ça n'est pas que responsabilité de nos forces de défense, c'est une responsabilité nationale. Les États-Unis d'Amérique, Deuxième Guerre mondiale, lorsque une île du Pacifique, Hawaï, est attaquée par le Japon, il y a eu une mobilisation des femmes, des jeunes, les militaires sur le front, chacun à son niveau. Donc c'est l'occasion ici de dire, le prof Voto l'a dit, nous perdons quelques 2-3 batailles. Vous êtes dans un combat de boxe de 12 rounds, vous pouvez en perdre 2-3, mais vous l'emportez à la fin. 74, souvenons-en-nous, Ali avait été laminé par Foreman, dont on connaissait la puissance, la force de frappe. Mais c'est de la détermination, la foi qu'il avait en ça, à son combat, eh bien, cette guerre, nous allons la gagner. Et ça n'est pas de l'ordre du rêve, ce n'est pas de l'ordre des déclarations. Nous ne pouvons que gagner cette guerre. Comment est-ce que plus de 100 millions de Congolais peuvent perdre face à 10 millions de Rwandais? 10 millions. Ils ne sont que 10 ou 11 millions. Mais encore que, j'insiste encore, ce ne sont pas nos compatriotes africains rwandais tous. Ils ne sont qu'une petite portion très congrue autour de ce gouvernement, passez-moi le terme sanguinaire. Plusieurs Rwandais, frères rwandais, sont conscients et ils le dénoncent parce qu'ils savent que le Congo était leur terre. On avait des amis rwandais avec qui ici nous vivions en paix et ils le savaient, ils sont d'ailleurs malheureux et gênés pour la plupart d'entre eux. Donc, mobilisons-nous, il n'y a pas lieu de céder à la panique, déterminons-nous. Maintenant, réfléchissons sur la meilleure façon d'avancer. Et c'est comme ça que je disais que c'est une épreuve, c'est une situation qui nous met à l'épreuve. Et l'homme se découvrant face à l'épreuve, nous ne pouvons que l'emporter. Nous ne pouvons que l'emporter. Professeur, vous parliez déjà du nombre de Congolais que nous sommes. 100 millions de personnes. Le professeur vient d'ajouter cette comparaison. 100 millions de personnes contre 10 millions, 11 millions. La victoire est presque certaine. Mais il faudrait remobiliser ce Congolais. Il faudrait donner à ce Congolais un discours qui déclenche un sursaut patriotique. Comment nous y parvenons?
Je reviens sur les chiffres que vous évoquez. Quelqu'un dirait que la guerre aujourd'hui, ce n'est pas la guerre du nombre. Ouais. C'est vrai, c'est la guerre de l'intelligence. Mais quand cela ne tient, vous savez, ces pays, il y a eu une planification depuis plus de 30 ans pour le dépiécer. Et les gens qui ont planifié de dépiécer ces pays, de le piller, en utilisant des méthodes assez barbares, ont pensé que ça aurait dû être fait en 5 ans, en 10 ans. Et ils se rendent compte que 30 ans après, les Congolais sont là, debout. Et ça dit que plus ça dure, plus ça a, contrairement à nos divergences, nous avons nos divergences internes, politiques, tribales et tout ça, mais aujourd'hui, cette guerre, cette souffrance partagée ensemble a fomenté le ciment national. Vous voyez? Et donc ça, c'est une force terrible. Et quoi qu'il en soit, dans la tête du Congolais aujourd'hui, les Rwandais ne peuvent pas venir le mater. En tout cas, pas plus d'une fois. Et donc, parce qu'il faut qu'on le rappelle, l'histoire de la guerre entre le Rwandais et les Congolais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, à la Première Guerre mondiale, la force publique a marché sur Kigali. Il y avait quelques commandants blancs, mais la force publique, c'était des Congolais. Ouais. Les Rwandais étaient colonie allemande. Et l'Allemagne avait des ambitions sur le Congo, notamment l'île Didi, et prendre des mines d'or et tout ça. Et dans ce contexte, la guerre mondiale, la Belgique s'est organisée avec l'armée congolaise, la force publique, et a marché sur Kigali, a marché sur Usumbura, à l'époque, comme on dit, a marché sur la Tanzanie. Et ça se passe entre Kigali et Usumbura, c'est un mois. Entre Usumbura et la Tanzanie, c'est un mois. Donc, c'était une armée redoutable. Hein? Yassens, le chef de cette armée, dit pendant la première et la deuxième guerre mondiale, la force publique est l'unique armée qui n'a jamais perdu une seule bataille. Une seule bataille. Ils allaient toujours en avançant. Et c'est grâce à cette victoire que le Rwanda a été confié au protectorat de la Belgique. Et ce qui fait que les Rwandais étaient devenus pratiquement une province du Congo. Congo belge, Rwanda, Burundi. La deuxième confrontation, c'est avec Mayele. Ça, c'est récent. Ouais. Et Kagame s'en souvient, le FPR s'en souvient. Si la communauté internationale n'avait pas distrait les Congolais, n'avait pas distrait Mobutu, pour demander à Mayele de décrocher, de rentrer, Kagame ne serait jamais arrivé au pouvoir. Au pouvoir, jamais. Parce que Mayele les a poursuivis jusqu'à la frontière de l'Ouganda. Ils ne pouvaient pas rentrer. Et donc, la diplomatie a fait que non, on a demandé à Mobutu de retirer, c'est tout. Et Mayele est rentré. Aujourd'hui, il est arrivé à pouvoir. On comprend bien qu'il cherche à se venger et tout ça. Mais je crois que les Congolais doivent se mobiliser. Ce pays, c'est notre pays. C'est l'héritage de nos enfants. Nos pères de l'indépendance nous ont légué un pays en entier. 1 345 000 km², il faut ajouter 2 345 000 km². Il ne faut pas oublier 410. 410. Parce que même les 10 km, on ne la laissera pas. Ouais. Donc les Congolais vont s'organiser. Ça, j'en suis convaincu. Ils vont s'organiser. C'est le moment de mettre sous la table nos divergences politiques, nos divergences ethniques, nos divergences de quelque ordre que ce soit, même religieuses, pour que nous puissions nous mobiliser, donner des moyens à nos vaillants soldats. C'est le moment pour que le jeune, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, le jeune pense qu'il faut que les autres aillent combattre à leur place. C'est le moment pour que les parents puissent donner le meilleur de leurs enfants à notre armée. L'armée ne doit pas être l'affaire de ratés. L'armée ne doit pas être l'affaire de Koulouna. L'armée doit être l'affaire de meilleurs, physiquement, même de ceux qui ont l'intelligence. Parce que nous avons besoin de libérer notre pays et de nous rendre respectables à travers le monde. Professeur, mais d'abord, avant que nous allions à cette philosophie politique, comment le politique conçoivent le pouvoir en Afrique centrale? On va faire un focus sur le Rwanda. On va parler de ce déplacement important des populations congolaises avec ce qui arrive ces 2 derniers jours. On peut aller jusqu'à 10 millions de déplacés parce qu'on était à 7 millions il y a quelques mois.
avec cette intensification des combats, on peut aller jusqu'à 10 millions de morts. Il faut mobiliser les ressources, il faut mobiliser la communauté internationale, mais aussi le gouvernement de la République est déjà mobilisé pour ce faire. Dans quelles conditions pensez-vous, avec cette insécurité, que ces âmes en déplacement peuvent être secourues? Alors, il y a, à mon sens, lorsqu'on est confronté à des défis de cette envergure, bien entendu, parce que j'imagine qu'il y a toujours des forces d'alerte qui réfléchissent sur différents scénarios et comment les anticiper. Nous avons, en même temps que nous mettons en place des stratégies militaires de riposte, il faut mettre en place des stratégies de canalisation de cette population aujourd'hui éprouvée pour éviter tout débordement, de un, des deux, pour traduire le message de la solidarité nationale. Et comment faire? Le gouvernement de la République a entre ses mains plusieurs leviers. L'un de ces leviers, c'est bien entendu des ressources dans le cadre des différentes réserves stratégiques. Mais un autre levier est celui de la mobilisation de la solidarité nationale. Au fin de, le prof disait tout à l'heure, on appelait tout à l'heure à cette mobilisation-là, et nous disions que chacun devrait faire ce qu'il a à faire. Il est ici question donc de voir dans quelle mesure est-ce que les uns les autres peuvent participer, avec le peu que nous pouvons avoir, pour venir en aide à ces populations. Mais l'on sait évidemment que les villes, notamment de Bukavu et l'ensemble des villes avoisinantes, vont subir une pression démographique. Et j'imagine que l'ensemble de la communauté humanitaire internationale qui travaille en collaboration, en partenariat avec la République démocratique du Congo, c'est au travers le ministère des Affaires humanitaires travailler pour que les premières réponses, notamment en termes de cadres d'habitation, des cadres d'habitation, en même temps qu'une solidarité, je parlais de la solidarité nationale pour les frères, les compatriotes qui habitent les villes, les villages avoisinants, pour offrir l'hospitalité à ceux qui viennent. Parce que cette mobilisation-là va déterminer toute la suite. Et donc, nous pensons que, évidemment, la situation est assez rude, mais nous devons être à la hauteur du défi, bien entendu. Nous devons être à la hauteur du défi, professeur Voto. Pendant ce temps, les zones occupées subissent ce que nous pouvons appeler une éventration des richesses de la République démocratique du Congo. Le pays est saigné à blanc de ce côté-là. Et la communauté internationale qui, au finish, quand ces richesses sont volées et qui traversent par le Rwanda étiqueté Made in Rwanda ou bien from Rwanda, qui alimente les industries internationales, est-ce qu'il y a moyen d'appuyer ce que le ministre de la Communication et Médias a appelé fonds judiciaires avec ce procès intenté contre Apple et autres, mais est-ce qu'il y a moyen à ce stade de passer des messages ou attaquer s'il le faut ces minéraux et empêcher cette sortie illégale des minéraux de la République démocratique du Congo? Il y a le coltan, il y a de l'or qui sortent des terres congolaises, mais qui partent par le Rwanda ou par l'Ouganda, quelquefois. Comment vous pensez que ces questions peuvent être prises en charge pour limiter, dans la mesure du possible, ce pillage? Je pense qu'il y a deux leviers ou deux fronts que nous pouvons, nous, en tant que nation, engager.
il y a le front, on va dire, étatique, où il y a des leviers diplomatiques d'un côté, mais principalement le levier militaire. Parce que, bien entendu, le respect dans cette jungle internationale, on va, les internationalistes vous diront que le concept de la communauté internationale est une utopie. C'est une fiction juridique. La réalité qui vaut, qui tient, c'est celle de la société internationale. Donc la voix au chapitre n'est accordée qu'à ceux qui sont forts, à ceux qui savent imposer leur position. Et donc, la montée en puissance, le prof Voto a relevé quelques éléments, que le gouvernement devra davantage amplifier, bien entendu, pour pousser. Le levier diplomatique, Madame la ministre des Affaires étrangères a relevé quelques éléments, notamment en termes de traçage de ce minerai qui vient de la RDC et occasion pour cette communauté internationale de prouver leur mesure, le mérite qu'ils ont de se revendiquer ceux qui sont, on va dire, alignés à la civilisation, aux valeurs humaines. Parce que continuer à exploiter, à s'enrichir, à se nourrir des minéraux captés du meurtre systématique des gens, ça ne relève pas des valeurs humaines. C'est l'occasion aujourd'hui pour la société, la communauté internationale de mériter justement toutes ces leçons. Parce qu'ils doivent savoir que leur crédibilité est aujourd'hui en jeu. Et ils doivent se rendre compte de la dynamique géopolitique globale aujourd'hui qui font que, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, face à l'Occident collectif qu'eux ils constituent, eh ben, il y a une dynamique nouvelle qui répond face justement à ces frustrations, à ces injustices. Eh bien, ça c'est le front étatique, je disais, gouvernemental, mais il y a également un front populaire, des actions que peuvent mener la population, ben, pourquoi pas consistant notamment au boycott de certains produits. La République démocratique du Congo est un grand marché. Nous sommes allés dans le front étatique, bien entendu. Je parlais de la guerre, je parlais de la diplomatie. Il y a un front judiciaire qui a été lancé, ce procès contre Apple. Mais la République démocratique du Congo est un marché pour tous ces producteurs de téléphones, Apple et tous les autres. L'occasion peut-être, face à cette surdine qu'ils ont mis sur le cas congolais, que le Congo se lève parce que le monde n'écoute que cette voie de la confrontation. Eh bien, il sera peut-être l'occasion d'organiser ces mécanismes de boycott. Par exemple, que les Congolais, d'ici ou d'ailleurs, ainsi que leurs amis, pourquoi pas, par exemple, ne plus jamais consommer tous ces produits-là de ces sociétés qui financent l'entreprise de meurtre, par exemple. Ce sont comme ça des initiatives que nous pouvons prendre pour faire entendre notre voix. Parce que, il faut le savoir, l'enjeu de cette guerre, elle est géoéconomique. C'est parce qu'ils pensent qu'il faut continuer à se ressourcer à vil prix autour du Rwanda pour construire leurs industries de la téléphonie, leur industrie de l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'industrie spatiale, etc. Eh bien, si nous prenons certaines mesures, notamment d'ordre de boycott social, ça peut être des réponses que nous pouvons apporter, en effet. Ça peut être des réponses, professeur. Quand vous regardez la situation actuelle du pays, qui nécessite la mobilisation générale de tous, est-ce que vous pensez qu'au regard de l'attitude du politique congolais, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un message qui conscientise davantage le politique, je parle du politique en général, de l'opposition, de la majorité, parce que le pays a besoin de ses fils, d'où qu'ils sont, de n'importe quel bord, pour participer à cette mobilisation et mettre l'ennemi dehors. Est-ce que vous pensez qu'il y a un discours qui mobilise le Congolais de partout? Vous savez, lorsqu'on vit dans l'aisance, dans la villageature, on peut devenir distrait, même irresponsable.
Mais lorsqu'on est confronté à des défis réels, on prend conscience. Et je crois que cette guerre, et encore, ces batailles, ces derniers jours qui ont plus de l'ampleur, ça interpelle les Congolais. Je suis certain qu'il y a des discours que nous développions il y a 3 semaines, il y a 2 mois. Aujourd'hui, on ne peut plus le développer parce qu'il y a un danger qui nous guette. Il y a un principe qui dit la défense n'est pas que l'affaire de l'armée. Ça, c'est important. Le professeur a énuméré de différents points que le gouvernement congolais a ouverts tout à l'heure. Donc, même si je dis, par l'absurde, l'armée avait des difficultés, mais il y a d'autres fronts qui continuent à travailler. Et donc, je pense et je crois qu'aujourd'hui, les Congolais, ils ont été témoins de l'injustice dont ils sont l'objet. Ils ont été témoins des menaces par cette guerre. Il a dit que c'est des enjeux géopolitiques. Donc, il n'y a pas que l'exploitation des minéraux, mais en faisant des victimes, en faisant des milliers de déplacés, mais c'est toute une stratégie mise en place. Déloger les villages, déloger les gens de leur village, et avec des méthodes atroces, où on tue les gens de façon inhumaine. On évente des femmes, on viole, on tue, on enterre les gens vivants pour que ceux qui fuient ne reviennent plus jamais. C'est du terrorisme, comme on le dit. Comme ça, vous fouillez et vous dégagez cet espace qui est riche et qui doit être remplacé par d'autres populations. Ce n'est pas un secret. Kagame pense qu'on doit revoir la cartographie des Grands Lacs. Ce n'est pas un secret. Donc, ils ont multiplié ce genre de méthodes, exterminer, exploiter, violer, s'enrichir, mais aussi dans l'intention de déplacer les frontières. Et je crois que tout ça, ça doit faire prendre conscience aux Congolais que s'ils ne se lèvent pas, ils vont perdre leur pays. Il y a des peuples qui ont perdu leur territoire. Les Indiens d'Amérique ont perdu leur territoire. Donc nous devons prendre conscience que ces pays que les pères nous ont laissés, nous avons l'obligation de l'entretenir et de le léguer aux générations futures. Je pense que ce qu'on a vécu ces dernières heures doit faire prendre conscience davantage aux Congolais, qui qu'ils soient, je pense. C'est ce que nous pensons. Je pourrais, monsieur le journaliste, relancer à la suite de monsieur le professeur Voto pour dire deux petites choses. La première en lien avec la réaction que nous avons à avoir face à l'exploitation illicite, inhumaine et inconsciente. J'assume, je mesure, vous comprendrez en deuxième propos, de nos richesses. C'est de prendre exemple sur l'Ukraine. Vous avez vu, l'Ukraine, quoique ne faisant pas le poids de la Grande Russie, l'Ukraine et les Ukrainiens, aujourd'hui, ont pris le courage d'interrompre le pipeline qui alimente l'Ukraine en gaz. C'est des mesures courageuses. Pourquoi? Parce qu'on sait que nonobstant nos moyens qui sont disproportionnés par rapport à la Russie, il y aura un certain impact. Si l'Ukraine, qui ne fait pas le poids face à la Russie, peut prendre une telle mesure, alors qu'il y a des puissances européennes qui sont parmi elles les principaux financiers, qu'ils prennent le courage de dire nous allons quand même engager cette bataille économique également, et a fortiori la République démocratique du... Parce qu'on sait, que ce soit même dans ce domaine humanitaire, on sait que tous ces gens-là viennent en RDC pour des raisons économiques. Eh bien, la RDC doit être en mesure de lever le ton. Bien entendu, parce que nous sommes un peuple civilisé. Parce que le gouvernement congolais est un gouvernement responsable, qui fait partie de la communauté des États civilisés. Nous allons au salon, aux forats internationaux, hier, l'exemple hier, de cette élégance et de cette politesse, nous sommes allés, avons sollicité cette réunion du Conseil de sécurité, quoique vous avez vu l'attitude du délégué rwandais. Preuve de leur... suffisance. Non, ça, ce n'est pas de la suffisance.
Ça, c'est de l'orgueil manifestement puéril, parce qu'il manque de respect même à ceux-là qui les financent. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les grandes puissances. Et que le Rwanda, pendant qu'il y a des représentants des grandes puissances, il se lève. Je ne sais pas où sont le regard de ces puissances. Et c'est là que se situe mon deuxième propos. Parce qu'il n'y a pas que à s'adresser à nous. Il faut s'adresser également à nos amis occidentaux. Le Congo, ça n'est pas n'importe quel pays. En termes de réalité géostratégique, mais également en termes de réalité géoéconomique. Et donc, aujourd'hui, si vous suivez les médias étrangers, on s'émeut de certaines orientations géostratégiques de certains États. On voit comment est-ce que les États de l'AES ont pris position aujourd'hui. Eh bien, on pourra tout dire. Ben, c'est l'occasion aujourd'hui. Je pense que toutes les représentations diplomatiques qui nous suivent, qui sont ici, ils voient comment les Congolais meurent. Et ils savent qu'ils sont injustes vis-à-vis du Congo. Ils savent, et le président de la République l'a indiqué, le Congo ne ferme pas ses portes au deal économique. 2009, le président français est venu pour dire qu'il fallait envisager dans quelle mesure... Mais c'est ce pourquoi la CPGL avait été créée, justement pour créer ce marché, cet échange. Nous en vivons et nous ne pouvons que partager avec les autres. Mais les Occidentaux nous ferment la porte. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent demain que le Congo change de posture. Ça, il faut le dire aux Américains, aux Français qui nous prennent, nous Congolais, pour des débiles. Voilà. Nous allons arriver sur cette question de diplomatie à l'international, mais pour l'instant, la question va tout droit sur la région. La région, l'EAC, nous sommes membres de l'EAC, il faut le rappeler, le Rwanda également, le Kenya, l'Ouganda, mais spécifiquement, on va parler de l'Ouganda un tout petit peu. Une question qui paraît plus ou moins inquiétante, c'est que l'Ouganda est avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les UPDF, dans le Grand Nord, à Béni, pour traquer les ADF. Mais la société civile des régions qui ont été conquises par ces terroristes du M23 parle de plus en plus de la présence des UPDF dans le groupe du M23 qui agresse la République démocratique du Congo, le Rwanda bien entendu. C'est dire qu'il y a eu une certaine... il n'y a pas de sincérité dans les relations que nous entretenons avec nos voisins. Ils sont tous d'accord que la République démocratique du Congo soit cette partie incontrôlée, en tout cas la partie est incontrôlée, qui peut servir régulièrement à nourrir les économies, que ce soit de l'Ouganda, qui est plus ou moins ambigu face à nous. Le fils du président Museveni fait de temps en temps des sorties médiatiques qui sont plus ou moins inquiétantes. Professeur, est-ce que vous pensez que dans la communication de l'Ouganda, dans sa posture vis-à-vis de la République démocratique du Congo, il y a de la sincérité? Je vais parler un peu de l'Ouganda. Vous savez, Clinton, qui a déclenché tout ce qui se passe dans les Grands Lacs aujourd'hui, il appelle le président ougandais Museveni les Bismarck de Grands Lacs, les Bismarck africains. Ça dit tout. Le rôle que Bismarck a joué en 1885 à Berlin pour partager l'Afrique, et à l'époque, rappelez-vous, en fait, on parle de conférence de Berlin, mais en réalité, c'était la conférence sur le Congo. Et tous les autres pays, c'était périphérique. Ça portait essentiellement sur le Congo. C'est là où Léopold II a joué un grand rôle. Et donc, Clinton appelle Museveni les Bismarck modernes. Et c'est le rôle que Museveni a joué. Kagame n'est qu'un produit de Museveni. Bien entendu. Et c'est vrai que c'est la part du gain qui pousse Kagame à en faire trop. Mais la main qui a manipulé tout ça pendant toutes ces années, c'est Museveni. Mouzé l'a dit. Rappelez-vous, Mouzé l'a dit au début de cette guerre. C'est qu'eux, ils voulaient que le Congo, Museveni, parlant de Mouzé, a dit Mouzé semble être trop fort. Il ne faut pas au Congo un président puissant. Sinon, le Congo est déjà assez puissant économiquement, assez puissant sur le plan
géographique, s'il faut un leader puissant, ils ne vont plus rien maîtriser. C'était ceux qui se sont attaqués à Mouzé. Et ils vont s'attaquer à tous les chefs d'État qui viendront au Congo. Et c'est ainsi que Museveni joue ce double jeu. Ça, il faut te le dire aujourd'hui. Mais la diplomatie congolaise, depuis toujours, depuis Mobutu, a toujours été ouverte. C'est la politique de bon voisinage. On a cette bonne foi de vivre ensemble. Mais ils jouent ce double jeu. Parlant du M23, il faut dire que le M23, c'est un conglomérat de tout. Il n'y a pas que de Rwandais. Il y a quelques Congolais, quelques patins congolais. Mais le M23 recrute non seulement dans les groupes armés congolais, mais aussi dans des groupes armés ougandais. Donc, ces Ougandais qui sont avec le M23, ils viennent de groupes armés ougandais, mais ils ont aussi l'appui de l'Ouganda par un jeu de non-transparence. Ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Congolais le sachent. Peut-être que les officiels ont dû retenir pour des raisons diplomatiques, mais si vous prenez déjà tous ces membres de l'EAC, quand nous y allons, il faut savoir qu'il y a une affinité sociologique qu'il ne faut pas perdre de vue. Tous ces pays de l'Est ont une affinité sociologique. Et donc, quelque part, vous avez vu le comportement du Kenya, tous les discours de certains officiels kenyans, ougandais, donc parce qu'ils pensent qu'ils sont sociologiquement plus du Rwanda et qu'ils considèrent les Congolais comme juste un espace ou des personnes qu'il faut exploiter. Professeur, l'histoire nous démontre que nous avons, nous, les devoirs, dans notre grandeur, de pouvoir entretenir les relations avec ces pays de l'Est. Je prends pour exemple les belles bases en Tanzanie. C'était à l'époque coloniale qu'on avait des constructions là-bas pour le transit de nos produits, pour avoir accès à la haute mer. Mais il se trouve que nous sommes dans une situation où nous sommes convoités. Notre présence dans l'EAC, comment vous l'entrevoyez-vous pour l'avenir? Parce que déjà là, il y a en gestation un sommet des chefs d'État de la sous-région. On voit que la République démocratique du Congo est seule. Avec les autres, le professeur vient d'évoquer cette proximité sociologique qui fait que la République démocratique du Congo va se trouver dans une situation esselée avec les autres. Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce genre de rencontre? Alors, je peux rapidement répondre à votre question avant de faire un développement. Il ne faut rien attendre. Il ne faut rien attendre. Parce que, bien entendu, l'ensemble de cette dynamique, quelques éléments ont été évoqués tantôt par le prof, participe d'une stratégie globale de l'affaiblissement permanent de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, je vais dire, erreur pour eux. Et quand vous aviez posé la question sur l'Ouganda, j'étais en train de me dire, mais voilà M. Museveni, qui aujourd'hui, je pense que c'est lui le plus âgé de la sous-région, Ouais. avait l'occasion de se lever en leader, une autorité sur la sous-région. Il est en train de perdre une occasion historique. Parce que justement, nous sommes dans une dynamique anthropologique où les hommes de pouvoir, dans certaines zones d'Afrique, vivent au présent. C'est le gouvernement du ventre. On ne se projette pas dans l'histoire. Et ils ne se rendent pas compte, M. Museveni, que, en fait, il avait là l'occasion. Il a là l'occasion, donc, d'assurer. Il est le parrain de Kagame. C'est lui le parrain de Kagame. Et on ne peut pas s'étonner que le Rwanda qui est contre nous, l'Ouganda ne le soit pas. Voilà. Et donc, ceci dit, il faut maintenant se poser la question. Nonobstant le nombre, parce que vous prenez la démographie et la superficie réunie de tous ces États-là, ça ne fait pas la RDC. Ouais. Donc, il faut s'interroger sur ce que est la RDC.
Pour le comprendre, il faut remonter à la table ronde de Berlin, la conférence de Berlin, et légèrement avant le processus qui a mené à sa création. Vous vous rendrez compte, quand vous analysez le traité de Berlin, le prof l'a dit, c'est le traité sur la République démocratique du Congo, qui est un enjeu économique depuis le départ, depuis sa fondation. C'est un enjeu économique qui est voulu pour interagir avec le cœur du système économique mondial. Alors, le sachant, il faut se dire que lorsque on arrive à la fin de la guerre froide, parce que il y a à 3 reprises les initiatives de la balkanisation ou du démembrement de la RDC ou du Congo, ça ne remonte pas d'hier. Déjà, vers la fin du 19e siècle, toute la dynamique qui a mené au retrait de la propriété du Congo à Léopold II, etc., participait déjà aux ambitions du démembrement du Congo lorsque ces puissances économiques se sont rendues compte que leurs ambitions sur le Congo, par Léopold II, qu'ils avaient pensé être naïfs, n'avaient pas abouti. La veille des guerres mondiales ont également lancé certaines initiatives, mais chaque fois, les crises d'ampleur ont interrompu ces dynamiques-là. Et même lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, la Société Générale, lorsque les mouvements d'indépendance se sont lancés, etc., il y a eu une dynamique qui s'est concrétisée par justement les différentes sécessions du Katanga et du Sud Kasaï, etc., mais qui ont été freinées par la guerre froide. Eh bien, quand la guerre froide prend fin, initiative de reprendre à nouveau cette dynamique. Pour dire quoi? Pour dire que l'ambition depuis le départ, c'est de vouloir que ce pays reste fragile. D'où la responsabilité de l'État congolais de opérer. Vous voyez l'État d'Israël, c'est un État qui vit en permanence en guerre. Un Israélien est né se sachant en guerre. Chaque jour, il sait que ça peut arriver à tout moment. C'est la philosophie, la culture autour de laquelle doit se construire la vision politique de la RDC. Parce que vous parlez de sincérité. Déjà que la sincérité, ça n'existe pas dans les relations entre États. Ça n'existe pas. Bon. Comment voulez-vous que ces gens-là nous regardent d'un bon œil lorsque nous avons tout ce que nous avons là en dimension, en richesse, etc., etc. Donc, il nous appartient à nous, c'est comme ça que je parlais de cette épreuve qui est mobilisatrice. Et le prof l'a dit, ça cristallise encore, ça devrait davantage cristalliser l'unité nationale. L'État, nous devons nous projeter. Et des enjeux, des leviers comme la culture. La culture, l'enseignement sont des leviers importants. Il faut travailler sur l'enseignement des jeunes Congolais. Il faut travailler sur la culture qui doit être élevée, contrairement à aujourd'hui, le ministère de la Culture qui est le dernier sur la liste des ministères de la République. Ben, c'est un ministère où on va, bon... D'ailleurs, en termes de contenu, c'est très... Voilà, vous analysez, alors que pour des États forts, vous prenez le ministère de la Culture en Israël, c'est pas rien. La culture en Corée du Sud, c'est quelque chose. La culture dans un pays comme le nôtre devrait être un levier important pour construire l'âme nationale pendant que les jeunes Congolais sont éduqués avec un système d'enseignement qui doit être solide et cela doit être fait. Et donc, je chute pour dire que ce qu'il faut attendre de l'EAC, rien du tout. Ils ont raté une occasion parce que c'était l'occasion. Le chef de l'État l'avait d'ailleurs dit lorsque il engageait le pays dans ce mécanisme-là, pour dire, écoutez chers amis, arrêtez de faire la guerre. Il est possible d'ouvrir un marché où chacun de nous se retrouve. Ben, maintenant, ils ont raté l'occasion parce que l'un des principes clés autour duquel se structure l'EAC, c'est le non-agression. Et l'agression d'un d'entre eux doit engager systématiquement les autres.
Ils ont vidé l'EAC de son sens et la RDC. Quand la RDC se retire de l'EAC, il n'en reste plus rien. Voilà. Bien entendu, il ne reste plus rien. Nous sommes en train de parler de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, les voies et moyens de redonner un sens au combat collectif que nous devons mener contre cette agression. Professeur Voto, vous êtes enseignant. Voto, vous êtes enseignant du supérieur. Est-ce que vous pensez que le programme actuel, tel qu'il est dispensé, peu importe les filières, participe à la consolidation ou à la création d'une âme congolaise, peu importe la filière? Le professeur a parlé de la culture. Ce que vous évoquez relève justement de la culture, de l'éducation de la culture. Je crois que nous avons failli sur ce terrain-là. Et même quand le gouvernement congolais s'est rendu compte qu'il faut travailler sur ce terrain où nous commencions à dégringoler, les mesures qui sont prises ne sont pas à la hauteur du dégât qui a été fait entre-temps. Il y a toutes ces contenus sur le changement de mentalité, sur la citoyenneté, tout ça. Mais ce n'est pas assez. Ça doit commencer plus bas. Oui, ça si vous allez à l'école, c'est à l'école primaire déjà qu'il faut formater l'enfant, qu'il faut apprendre à l'enfant d'aimer son pays, de découvrir ce pays extraordinaire. Nos enfants ne connaissent pas leur pays. Ces pays, ils ne les connaissent pas. Rien que les Quinois et les jeunes Quinois, ils ne voyagent pas, ils ne vont même pas au Bas-Congo, tous rêvent d'aller au Canada. Alors que le Bas-Congo, c'est extraordinaire, le Kivu, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas inculqué ça depuis le bas âge. Si nous commençons à formater les enfants avec la citoyenneté, le civisme, je me demande s'il y a des ouvrages sérieusement élaborés sur le civisme. Je me pose la question, tout enseignant que je suis. Donc si nous commençons cela déjà à la maternelle, jusqu'à l'université, après près de 18 ans, de 20 ans, l'enfant sera formaté. Il apprendra à aimer son pays. Il apprendra à se sacrifier pour ce pays. Ce travail n'a pas été fait. Et ça, c'est trop regrettable. Vous savez, on peut tout dire de Mobutu. Même s'il avait fait ça pour lui, mais au moins il nous avait formatés. Il nous avait formatés. Donc aujourd'hui, il faut formater positivement le jeune pour d'abord qu'ils connaissent leur pays et qu'ils apprennent à l'aimer. Et nous avons un pays extraordinaire, nous avons une histoire extraordinaire et il faut que des programmes d'enseignement, que des experts en pédagogie puissent s'asseoir et élaborer 2 ouvrages tournés vers le Congo pour le plus jeune. Parce que c'est important, c'est l'éducation. Ça doit partir de plus jeune, ça ne doit pas déboucher comme ça à l'université, changement de mentalité, citoyenneté. Non, non, non. Quand c'est formaté au plus bas, on aura des résultats. Donc vraiment, en tant qu'enseignant, je peux vous dire sincèrement que sur ce point, bon, je ne vais pas dire que rien n'a été fait, mais ce que nous faisons là ne peut pas nous donner de grands résultats. Il faut vraiment commencer ce travail. Professeur, ça a un coût aussi. Hein. C'est repenser l'enseignement congolais, comme vous le présentez tout à l'heure, c'est d'une urgence urgente. Ouais. Vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa. Je crois que l'histoire politique du Congo est enseignée dans quelques facultés. Il faut dans votre faculté, quelques départements, et puis pas très malheureux, oui, pas très consistant. Il faudrait maintenant. Il semble, pour pas vous couper là, il semble que le cours d'histoire a été retiré, même au secondaire, de certains programmes d'enseignement. Il semble. Histoire et géographie. Terrible. C'est bizarre. Voilà maintenant que la République démocratique du Congo se trouve à la croisée des chemins. Vous avez une jeunesse qui arrive. Quand on parle de Rutshuru, ils croient que c'est à des millions de kilomètres, c'est vraiment pas ici. Quand on parle les autres. Oui, ce sont les autres, bien entendu. Ah bon, non, ce sont ceux qui dirigent, qui doivent se sentir concernés. Il faut créer cette racine, il faut la créer, c'est urgent. Mais on commence par quoi? On commence par la prise de conscience. Tout commence par là. On prend conscience et on engage notre responsabilité. Et les moyens, on les trouve toujours. Parce que, pour revenir au ministère de la Culture, où je travaille depuis plusieurs années,
nous savons, nous tous ici, on l'a dit, le ministère de la Culture, c'est le dernier. Je m'amuse toujours lorsque nous allons à des conférences budgétaires. Vous regardez les amis, les compatriotes de la DGRAD, qu'est-ce que la culture rapporte au budget de l'État? Vous ne pouvez pas exiger plus que ça. Voilà. Et vous regardez, c'est au bien bas. Mais la culture, c'est un segment économique substantiel, bon sang. Le Maroc, en Afrique ici, regardez juste le Maroc, le Sénégal. Regardez juste ces deux pays dont j'ai assez étudié les enjeux économiques liés à leur politique culturelle, mais c'est substantiel. Je ne parle même pas de la France, je ne parle pas de la Corée du Sud, je ne parle pas des États-Unis, où la culture est en lui-même un levier économique qui, pour un pays aussi riche que le nôtre, culturellement, n'a même pas envié un ministère. Les mines, tout le monde va aller aux mines. Vous dit, si aujourd'hui on vous dit... Et puis les mines vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser. Si on vous dit aujourd'hui on vous nomme ministre des mines, on est tout content. Vous appelez tout le village. Mais si les on vous partis dit... politiques se battent pour ça. Si on vous dit on vous nomme ministre de la Culture, le parti qui vous aura délégué va bouder, il peut quitter la majorité pour ça. Alors que, d'où la prise de conscience et la responsabilité, le ministère de la Culture, il suffit de le savoir, de le vouloir, peut devenir un ministère économiquement très porteur. Mais, comme je disais, parce que vous avez posé la question de savoir nous partons d'où, je dis nous partons, 1, de la prise de conscience, 2, de la définition des objectifs à long terme. Il ne s'agit pas des objectifs sur 2-3 ans. Il s'agit des objectifs sur au moins 5 ans. Qu'est-ce que nous voulons faire de l'enfant qui a 5 ans aujourd'hui, qui aura 10 ans demain et qui aura 20 ans après-demain? 2000. En 2000, le jeune qui est né, qui a trouvé le Congo menacé ballotté par le Rwanda, qui a grandi avec ce discours finement préparé par l'envahisseur. Parce que nous devons le dire, aujourd'hui on s'émeut du terrain de la situation militaire. Mais nous avons été, depuis longtemps également, envahis du côté de la culture, du côté de l'âme du Congolais. C'est aujourd'hui, à la faveur du courage, du sens citoyen républicain, affirmé du chef de l'État, qui tient des discours qui aujourd'hui réhabilitent la fierté. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est à peine que tu pouvais parler de Kagame ici, à Kinshasa. Toi, tu vas parler du Rwandais ici, tu dis, on va m'empoisonner, on va me tuer. C'est déjà un endoctrinement, c'est de l'esclavagisme. Et donc, l'enfant qui est né en 2000, qui a 25 ans aujourd'hui, qui a fini l'université, qui est marié, a des enfants, qu'est-ce qu'il sait dans sa tête des rapports qu'il y a entre le Rwanda et nous? Nous sommes petits, non? Le Rwanda est grand. Ouais. Mais le prof Voto, et moi, et vous, et ceux que je vois ici, qui ont grandi à l'époque où le grand Congo, à l'époque Zaïre. Mais pourquoi est-ce que l'Est résiste? Parce qu'on se dit, mais c'est inacceptable, bon sang, nous on ne va pas se coucher devant ça. Mais eux, ils sont projetés sur 20-30 ans, d'où leur stratégie de l'usure, qui consiste à dire, ok, si cette génération peut finir, celle d'après, qui aura été formatée à l'anéantissement, vous avez dit, Rutshuru, le jeune d'ici, tu lui poses la question, il ne sait même pas où c'est. Tu lui demandes militant pour Rutshuru, il dit, ce qui n'était pas le cas hier. Voilà. Voilà, donc nous allons nous focaliser à présent sur ce qui s'est passé hier. La ministre des Affaires étrangères, en tout cas, a réussi, Kouchapwa, elle a réussi en si peu de temps à mobiliser le Conseil de sécurité pour cette réunion importante sur la République démocratique du Congo. Si Patrick Kachala est prêt, il peut nous laisser suivre quelques éléments de ce discours de la ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité hier. Nous allons évoquer cet orgueil du Rwanda dont les représentants ont quitté la salle hier, mais nous évoquerons aussi les demandes de la ministre des Affaires étrangères au nom de la République démocratique du Congo, notamment en termes de sanctions contre le Rwanda. On a bien évoqué cette émotion chaque fois qu'il y a les morts dans l'Est. La République démocratique du Congo
fait entendre sa voix, on est préoccupé et puis on s'arrête là. La ministre des Affaires étrangères a clairement sollicité que l'on dépasse ces seuils pour qu'on arrive aux sanctions qu'elle a énumérées, que la RDC veut voir. Si on peut bien donc suivre cet extrait ou cette réunion du Conseil de sécurité et qu'après nous allons analyser et nous projeter dans l'avenir. – 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation global et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à son niveau. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Ntongo ya lelo ndenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma bazaka na intention moko koboma po bango makanisi na bango ezaka ka ba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka pona kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango. Ba intention na bango eza koboma, ba intention na bango eza kosala massacre to pe carnage na kati ya Goma. Bomonaki déjà lobby ba bombe et koyaki na ba site de déplacés. Ba attaquaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzi mboka pesaki biso instruction comme gouvernement. Tout travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bandeko na biso bakufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango tozwa ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bovanda na bandaku. Bomi batela.
ya mibale bokende na ba action te oyo ya ba pillage to pe kosala mobulu wana eza kosala jeu ya monguna. Ya misato biso tolobaka mingi bo se fie te na oyo tobengi poison rwandais parce que bazolekisa ba des informations na ba information mabe mingi yango na ba moment ya boye biso nyonso ifo totelema, biso nyonso ifo toya na sima ya mapinga, biso nyonso ifo toya na sima ya mokonzi ya mboka na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais to pe na ba oyo nyonso baza sima na bango ke Congo eza ya kotelema. Ba compatriotes da biso a Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe oyo uti na Rwanda. Donc biso nyonso totelema to bunda pone ekolo bendele koyate. Bakimi tokometa tokengo Rwanda tokota Rwanda biso pe tokota Rwanda. Faut changer de direction tokota Gisenyi pe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les plans diplomatiques, la République démocratique du Congo a pris le dessus. Au regard de la situation, en 2 ou 3 jours, la ministre des Affaires étrangères a réussi à mobiliser le Conseil de sécurité. Ils se sont réunis. Elle a prononcé un discours très, très encourageant. Un discours qui semble avoir atteint l'hypocrisie de la communauté internationale. Vous partagez ce point de vue. Même si nous pensons que les prises de position dans ce contexte-là est très mesurée et surtout plein de beaucoup d'hypocrisie. Mais au moins, nous avons réussi à prendre les dessus sur le plan diplomatique. Eh bien, sur le plan diplomatique, on a vu que depuis un moment, il y a une dynamique positive qui tend aussi bien à renverser, déconstruire et renverser le narratif de la victimisation extrême du Rwanda, que de porter ces enjeux, ces questions, ouvrir les yeux de ceux qui faisaient semblant de ne pas voir, et enfin d'activer le levier géoéconomique qui constitue, je le disais tout à l'heure, la clé de voûte. Et dire, vous voulez du business, le président le dit toujours, je suis ouvert, venez, on peut construire ensemble les marchés et les affaires. Parce que nous sommes un État civilisé, parce que nous avons un gouvernement des gens civilisés, et nous allons au monde. Pour que le monde ne dise pas demain, et c'est en fait c'est de ça dont il est question. Pour que le monde ne dise pas demain, nous n'avions pas prévenu. Les gens se souviennent de 97. Et donc, cela a été dit, mais encore une fois, nous connaissons l'hypocrisie du monde. On parlait tout à l'heure de la confiance, de la sincérité, ça n'existe pas. Nous avons, nous, à nous construire en tant qu'État. En même temps que nous portons le volet diplomatique, le combat diplomatique, en tant qu'État, en tant que nation, nous déployons l'ensemble des armes parce que ces gens-là n'entendent que la voix de la force. C'est de ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur Voto, l'attitude des délégués du Rwanda au Conseil de sécurité prolonge en fait l'attitude de leur président qui a séché Luanda le 15 décembre. Eux, ils ont trouvé mieux, à court d'arguments certainement, de quitter la salle du Conseil de sécurité
alors que la réunion avait encore lieu. Comment trouvez-vous cette attitude presque d'insouciance du Rwanda et de sa délégation au Conseil de sécurité? Non, mais c'est évident, moi, ça ne m'a pas étonné. D'abord, si vous suivez son discours, l'essentiel de son discours, c'était que, et ça c'est la rhétorique de tous les jours de Kagame qu'il a répété, que le Congo, le problème de la société au Congo, le Congo doit trouver des solutions politiques. Et voilà, donc, c'est le Rwanda qui doit demander au Congo de trouver des solutions aux problèmes politiques qu'il y a, si le problème il y a, alors que lui, depuis 30 ans, il ne s'est pas trouvé des solutions au problème avec les FDLR. Et donc, moi, ça ne m'a pas étonné, cette attitude-là, parce que c'était prévisible. C'était ça la stratégie du Rwanda. D'abord, lorsqu'ils ont déclenché la guerre, Goma, c'était leur objectif. Il fallait arriver à Goma, occuper Goma, parce que jusque-là, ils poussaient le Congo à la table de négociation, et ils se sont dit, il faut qu'on prenne Goma comme ça, on est en position de force, et que le Congo pourrait venir à la table de négociation en position de faiblesse. Et je salue la position du gouvernement qui dit niet, parce que ces négociations, on les a déjà eues. On a eu ces négociations avec l'accord de Sun City. Et tout ce qui était en rébellion, c'est un cercle. Depuis l'AFDEL, et puis le RCD, et puis le CNDP, et puis le MB3, qui déposent toujours des négociations pour déverser des caporaux rwandais qui deviennent des généraux au Congo. Ça, c'est inacceptable. Et donc, pour eux, c'était important d'affaiblir le Congo, et Goma, c'était important d'affaiblir le Congo. Et donc, ce qui est récent, c'est que ils se sont décidés de prendre Goma d'abord, au départ, avant le Conseil de sécurité. Parce que le Conseil de sécurité était prévu aujourd'hui, lundi. Et c'était projeté de prendre Goma avant lundi. Et donc la ministre des Affaires étrangères qui a fait un bon travail, qui a anticipé ce conseil pour dimanche, et c'est pourquoi ils ont attaqué pour prendre Goma avant la fin du conseil. Et je suis certain que le délégué était au courant de ce qui s'est passé sur le terrain, et il s'est dit, vous n'avez plus rien à faire là-bas, partez, pour exprimer qu'ils n'ont aucun compte à rendre à ce conseil de sécurité. C'est l'orgueil du Rwanda. C'est de l'orgueil du Rwanda. Est-ce que, professeur, avant que nous arrivions aux sanctions réclamées par la République démocratique du Congo au travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, est-ce que vous pensez que le Rwanda, je parle de Kagame, rêve ou se voit maître du Rwanda et de la RDC? Je ne sais pas si je vais vous étonner si je vous dis que Kagame est une malédiction pour le Rwanda. Je m'explique. Et c'est là où je m'étonne des stratèges occidentaux qui le soutiennent. OK? Ce sont des variables, non, des constantes élémentaires en géostratégie et en géopolitique. Il faut avoir les moyens d'une puissance. Quels sont les moyens d'une puissance? C'est la géographie, c'est la démographie. D'abord, comment vous expliquez que le Rwanda soutienne sur 50 années sa politique de puissance sur la RDC? Ce n'est pas possible. Sauf si les Congolais, les 100 millions des Congolais, consentent à leur domination. Sinon, ce n'est pas possible. C'est impossible. Alors que la meilleure approche aurait été celle d'organiser le bon voisinage. Option stratégique positive de la RDC au travers du président de la République, de dire, vous n'avez pas d'autre choix en dehors de la RDC. Fanon le disait, c'est le revolver, la gâchette de l'Afrique. Et même un pivot stratégique pour le monde. Aujourd'hui, intelligence artificielle, le cœur, le pourvoyeur des ressources. Mais c'est au Congo. Je ne sais pas pourquoi le monde ne voit pas qu'ils ont tout fait et à tout moment pour démanteler le Congo. Les Congolais ont refusé la nature
a refusé que le Congo se démantèle. Donc, il peut toujours rêver, mais ce que je peux dire, c'est que Kagame, s'il ne le sait pas, s'il est vraiment, si ce qu'il fait, ça n'est pas par un certain problème dans sa tête, et là on l'en comprendrait, parce que ce serait une maladie à guérir, si c'est pas, si il le fait parce qu'il aime son pays, alors il faut le lui dire. Il est une malédiction pour le Rwanda parce qu'il condamne le Rwanda. Le Rwanda ne peut pas dominer le Congo. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. C'est pas possible. Professeur Voto, je crois que nous allons terminer par là. Plusieurs sanctions réclamées. Je veux placer un mot par rapport à ce que dit le professeur. En fait, c'est congénital. Kagame confond le Congo avec le Rwanda. Au Rwanda, il y a ces rapports entre Tutsi et Hutu. Et il veut transposer ça au Congo. Et ce n'est pas possible. Et c'est l'erreur que les Occidentaux ont commise, de prendre le Rwanda comme sous-traitant. Voyez-vous? Donc, pour les Occidentaux, les firmes internationales qui ont financé, tous ceux qui financent la guerre, pour eux, ce sont les minéraux qui les intéressent. Et depuis toujours, le prof l'a dit, depuis Berlin, ils considèrent le Congo comme une jachère. Le Congo doit être faible pour que chacun vienne se servir. Déjà Berlin, c'est comme ça que c'est conçu. C'est acté que tous les puissants du monde, on donne ça d'abord, regardez, on donne le Congo à un petit pays, la Belgique, qui n'a pas... C'est vraiment une transposition. Hein. On donne le Congo à la Belgique qui n'a pas vocation de puissance. Et au roi Léopold, et les Occidentaux se disent, bon, il ne peut rien en faire. Mais à chaque fois que nous en avons besoin, on viendra prendre. C'est pourquoi j'ai parlé ici de Museveni comme les Bismarck modernes, qui doit exécuter comme à Berlin. Donc, comme on en a donné à la Belgique hier, les Occidentaux ont décidé de donner le Congo à un petit pays comme le Rwanda. Et les pauvres ont raison, parce qu'ils savent que le Rwanda n'a pas vocation de puissance. Ils les utilisent comme un sous-traitant. Mais, comme Kagame a ses ambitions hégémonistes, il veut en profiter pour prendre des terres encore. Voilà où il est là. Mais je dis que c'est congénital. Il confond les Hutus, les Congolais avec les Hutus rwandais. Non. Non. Et la grosse erreur, c'est que les Congolais n'accepteront jamais d'être dominés par les Rwandais. D'où les comportements des Ouazalènes de consorts. Et ça ne va pas s'arrêter. Même s'il en restera que 10 Congolais, ils se battront. Juste peut-être quand on dit ça, les téléspectateurs ne le visualisent pas. Ils ont dit non, ils diront peut-être, ils sont là depuis 30 ans. Mais le Japon, l'empire du Japon, a dominé toute cette partie de son voisinage. La Chine, les Vietnam, oui, jusqu'au Vietnam, les Corées, etc. Mais pendant combien de temps? Mais il a suffi que un groupe de Chinois disent « ça en est assez, Mao, la relève de l'éléphant ». Vous voyez, c'est-à-dire que les constantes géopolitiques font que le Japon ne pouvait pas, ce n'est pas pensable que le Japon fût indéfiniment, de façon structurelle, une puissance là où la Chine s'est éveillée. C'est une condamnation, c'est une autocondamnation, c'est un suicide pour le Rwandais. Voilà, donc c'est un suicide pour le Rwandais. Vous avez donc retenu depuis le début de cette émission que la République démocratique du Congo est debout. Nous avons une vocation de grandeur. Nous sommes condamnés à être grands et la victoire est certaine. Ça, c'est ce qui a été dit au cours de cette émission et les échanges que nous avons eus tout à l'heure, pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Le professeur Joseph Voto a démontré que la RDC, avec ses 5 millions d'habitants, une superficie de 2 345 410 km², on ne peut pas imaginer qu'un tout petit pays avec à peine 11 millions d'habitants prenne les dessus sur la RDC. Donc la RDC gagnera, ça c'est une certitude presque mathématique. Donc les batailles, nous pouvons le perdre, vous l'avez entendu du professeur Voto, nous pouvons perdre les batailles, mais nous ne perdrons pas la guerre, ça c'est certain. Et du professeur Jean-Bédel Ioka, vous avez retenu qu'il y a eu dans le passé, dans l'histoire, des exemples. Moscou a été occupé, Moscou des tsars a été occupé par Bonaparte Ier, et vous en connaissez la suite. Il a démontré que perdre des batailles, ce n'est pas
une fin en soi. La République démocratique du Congo est debout, restera debout. Il est donc demandé à tous citoyens de la République démocratique du Congo, où qu'ils soient, de se mobiliser et de rester debout. Nous allons vaincre la guerre. La radio-télévision nationale congolaise, en ce qu'elle peut, sera toujours présente pour vous dire ce qu'il faut faire et comment le faire. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Mais en tout cas, il est de notre devoir aussi de remercier le professeur Joseph Adolphe Poto pour le temps qu'il a consacré à cette émission. Merci aussi au professeur Jean Bedel Ioka. Cette fois, j'étais fidèle. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et de temps en temps, on pourra recourir à votre expertise pour tenir ces antennes et garder notre population mobilisée derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais surtout derrière les forces de défense et de sécurité de la République. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTNC. Par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à rassurer la population que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté, c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier, des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma, principalement, de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou de pillage. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Ezali Kamamabele, Bendele Koyate.